Bonjour, alors je vais voir avec vous quelques rappels qui vont nous être utiles dans le chapitre sur les triangles isométriques. Donc ça vise les pages 1 à 4 de votre document de notes. Donc premièrement, quelques petits rappels sur les triangles. Donc vous savez que la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés. C'est une information qu'on va utiliser beaucoup dans ce chapitre-ci, ainsi que la relation de Pythagore. Je vous rappelle qu'on peut l'utiliser seulement dans les triangles rectangles. A au carré plus B au carré égale C au carré, C étant l'hypoténuse. Ensuite de ça, il y a quelques lignes remarquables qui sont dans les triangles. Donc on en a 4. C'est de les reconnaître. Donc la hauteur qui est toujours perpendiculaire à un côté et qui part toujours d'un sommet. Donc hauteur, ça part d'un sommet, c'est perpendiculaire. On a un exemple dans le bas ici. Donc une hauteur, voilà, issue de B, donc qui part du sommet B et qui sera perpendiculaire au côté. Ou si on a un triangle obtusangle, la hauteur va être perpendiculaire au prolongement du côté. Donc on voit que à partir de B, c'est un prolongement, mais c'est tout de même perpendiculaire. Ensuite de ça, on a aussi la médiane, qui est une ligne qu'on peut avoir dans un triangle. Donc la médiane part aussi du sommet, mais celle-ci se rend jusqu'au milieu du côté. Donc si on a une médiane, comme ceci, ce qu'on sait, c'est que de chacun des deux côtés de cette médiane-là, on va avoir deux segments qui sont isométriques, donc de même mesure, mais on n'aura pas d'angle droit. Ensuite de ça, la médiatrice, c'est une droite qui est perpendiculaire et qui passe au milieu d'un segment. Donc, ce qu'elle n'a pas comme caractéristique, celle-là, ce serait de partir d'un sommet. Donc, angle droit et deux côtés congrus ici aussi. Et finalement, la bisectrice. La bisectrice, celle-là, touche les angles, donc elle va partager un angle en deux angles congrus. Donc ici, j'ai une bisectrice, et ce que je sais, si c'est une bisectrice, c'est que de chaque côté, les deux parties d'angle vont mesurer la même chose. Donc ces éléments-là, il faut être capable de les reconnaître. Si on vous parle d'une médiatrice dans un problème, il faut savoir quelles sont ses caractéristiques. Ensuite de ça, il y a la notation, le langage mathématique qui va être très, très, très important dans ce chapitre-ci. Donc, vous avez une figure et vous avez plein d'éléments à nommer. Donc, je vais y aller avec la page ici. Si on parle de segment, la caractéristique, c'est qu'on va mettre un trait au-dessus des deux extrémités du segment. Donc, le segment, c'est défini par deux extrémités connues, par exemple B et C, avec un petit trait au-dessus, comparativement à la droite qui est infinie. Par exemple, FG, donc qui se prolonge de chaque côté du triangle. Si on parle de parallèle, le symbole des parallèles, vous le connaissez déjà, donc deux droites, deux traits obliques. C'est une notation qui va revenir. Ensuite de ça, si on veut donner la mesure d'un segment, il va y avoir le petit m qui va signifier mesure. L'abréviation M va toujours venir avec une égalité. Ça égale telle valeur. Si je ne peux pas donner la mesure numérique, je ne mettrai pas le petit M pour mesure. Si je parle de deux segments de même mesure, je vais les placer comme ceci. La mesure de AE égale la mesure de EC et je pourrais même venir préciser ici, cette mesure-là, c'est 3,4 cm. Donc encore là, je connais la valeur de la mesure, donc je mets le M. Même chose pour les angles. La mesure des angles, en fait, il y a deux possibilités pour nommer des angles. On peut premièrement nommer un angle avec une seule lettre, son sommet. Ici, l'angle B qui mesure 70 degrés. Une seule lettre quand ça ne porte pas confusion. Ici, l'angle B, il est tout seul, donc c'est clair que c'est de lui qu'on parle. Tandis que l'angle de 110 degrés, BDE, je n'aurai pas le choix d'utiliser trois lettres. Parce que si j'utilise juste l'angle D, j'ai plusieurs choix. J'ai 4 angles à l'intersection de D. Donc, je n'aurai pas le choix d'utiliser BDE. Donc, les trois sommets qui forment cet angle-là, comme ça ici. Si on parle de segments isométriques, ça veut dire que je sais qu'ils mesurent la même chose, mais je ne connais pas leur valeur. Donc, BD,
Je sais qu'il est isométrique à DA, on me l'indique sur le dessin. Ici, BD est isométrique à DA. J'ai aucune idée par contre quelle est leur mesure, donc je ne mettrai pas le petit M. Je vais plutôt utiliser le symbole isométrique qui est un égal avec une petite vague au-dessus. Ça veut dire ils mesurent la même chose, mais je ne suis pas capable de donner cette mesure-là. Et le principe va être le même pour les angles isométriques. Donc l'angle AED et l'angle ECB. AED ici, ECD ici. C'est indiqué qu'ils mesurent la même chose. Je ne connais pas la mesure, donc j'utilise le symbole isométrique. Donc, je répète que le langage mathématique va être très, très, très important dans ce chapitre-ci. On va beaucoup l'utiliser et cette notation-là va devoir être maîtrisée. Prochain rappel, c'est par rapport au terme homologue. Donc, des éléments homologues, des côtés homologues, des angles homologues. C'est un terme qui va revenir souvent. En fait, des éléments homologues, c'est des éléments qui jouent le même rôle dans deux figures. Ils ne mesurent pas nécessairement la même chose. Par exemple, ici, on voit que les deux cônes sont pas isométriques, mais si je parle de la hauteur du premier cône, ben, elle est homologue à la hauteur du deuxième cône. Ça pourrait être le rayon. Les deux rayons sont homologues. Les deux apothèmes sont homologues. Si je parle des deux triangles au centre, ben, je pourrais dire que l'angle ici, qui est le plus petit angle de ce triangle-là, ben, il est homologue à celui-ci, qui est le plus petit angle. Le côté, ce côté-ci, le plus petit côté, est homologue à celui-ci, qui est l'autre plus petit côté. Même chose ici, bon, l'angle obtus est homologue à cet angle obtus-là, et ainsi de suite, on pourrait en nommer pratiquement à l'infini. Dans les triangles, ce qui est la forme qui va nous intéresser pour ce chapitre-là, on retrouve 6 paires d'éléments homologues, c'est-à-dire 3 angles et 3 côtés. Parlant d'angles, donc il y a différents types d'angles qui vont revenir, donc des petits rappels. Premièrement, des angles adjacents. Des angles adjacents, c'est des angles qui sont côte à côte. Okay? Ils ont un côté en commun, ils ne sont pas nécessairement congrus, mais ils sont collés un à l'autre. Donc, si je me retrouve avec cette situation-là, je vais dire que ces angles-là sont adjacents. J'y reviens tout à l'heure, on va souvent jumeler ça à une autre information, les angles adjacents. Ensuite de ça, on a les angles complémentaires. Ceux-là, ben, la somme est égale à 90 degrés, donc quand je les additionne. Et on a aussi les angles supplémentaires. Eux, la somme est égale à 180 degrés. Je vais vous faire noter une phrase. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais il y a un petit espace en dessous de ces images-là. Une phrase, une justification qu'on va beaucoup utiliser dans ce chapitre-ci, qui jumelle la notion d'adjacent et de supplémentaire. On va dire que, oups, je suis en surligneur, on va y aller avec le crayon, on va dire que deux angles adjacents formant une ligne droite, formant une droite en fait. Si j'ai deux angles adjacents qui forment une droite, ben ces deux angles-là n'ont pas le choix, ils sont supplémentaires. Donc ça, cette phrase-là, notez-la, elle va revenir souvent. Deux angles adjacents qui forment une droite sont supplémentaires. Donc je me retrouve avec deux angles, par exemple, comme ceci. Ben, cet angle-là plus cet angle-là, ensemble, je sais qu'ils forment 180 degrés parce qu'une ligne droite, ça mesure 180 degrés. Ensuite de ça, on a aussi les angles opposés par le sommet. Donc, ce qu'il faut retenir des angles opposés par le sommet, c'est que les côtés sont dans le prolongement un de l'autre. Ça forme un X. Okay? C'est important de comprendre que si j'ai un K comme ça, ben, ces deux angles-là ici, ce ne sont pas des angles opposés par le sommet. Ça, c'est un gros non. Okay? Ça prend vraiment le X, le prolongement. Donc, j'ai un côté ici. Si je prolonge dans la même orientation, là, je vais avoir des angles opposés par le sommet. Autre théorème dans la petite bulle ici que je vous fais surligner parce que ça va revenir beaucoup. Les angles opposés par le sommet sont toujours congrus. Donc, si je me retrouve avec cette situation-là, je le sais que les angles mesurent absolument, automatiquement, la même chose. Toujours, pour ce qui est des angles, on a la situation où on a deux droites parallèles
coupé par une séquente. Dans cette situation-là, on a 8 angles qui sont créés, donc qui sont identifiés de 1 à 8. Et ça forme 3 types d'angles. Premièrement, les angles alterne-internes. Ces angles-là, alterne-internes, interne veut dire qu'ils se retrouvent à l'intérieur des droites. Ça veut dire que j'ai seulement les angles 3, 4, 5, 6 à l'intérieur des droites. Et alterne veut dire que je suis de part et d'autre, donc de chaque côté de la séquente. Par exemple, 4 avec 6 ou 3 avec 5. Ce sont des angles alternes internes parce qu'ils ne doivent pas avoir le même sommet, donc ça ne peut pas être 3 avec 4. Et ce qu'on sait de ces angles-là, s'ils sont formés par des parallèles, c'est qu'ils sont automatiquement congrus. C'est le même principe pour les angles alternes externes. Donc, alterne externe, cette fois-ci, je vais être à l'extérieur des droites. Donc, 1, 2, 7 et 8. Alterne veut encore dire de part et d'autre de la séquente. Fait que j'aurais comme paire d'angles alterne externe le 1 avec le 7. Donc, je change de côté. Je suis un angle à gauche, un angle à droite de la séquente. Et j'aurais le 2 avec le 8. Donc, ces angles-là sont congrus. Et finalement, on a les angles correspondants. Les angles correspondants, ceux-là, il y en a, en fait, ils sont du même côté de la séquente et il y en a un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Ce qui veut dire que j'aurai le 1 qui est à l'extérieur avec le 5 qui est à l'intérieur, vu qu'ils doivent être du même côté et qui n'ont pas le même sommet. Donc, j'aurai le 2 avec le 6, le 4 avec le 8 et le 3 avec le 7. Donc, j'ai 4 paires d'angles correspondants. Les théorèmes qui sont reliés à ça et qu'on va beaucoup utiliser, celui-ci, donc je ne le surlignerai pas au complet parce que j'apporte une petite précision. Donc, les angles correspondants alterne interne ou alterne externe formés par des parallèles et une séquente sont congrus. La partie que je n'ai pas surlignée, c'est un choix. Je ne peux pas l'écrire tel quel. Je dois choisir de quel angle je parle, de quel angle il est question dans le problème. Donc, les angles, est-ce qu'ils sont correspondants? Est-ce qu'ils sont alterne externe ou est-ce qu'ils sont alterne interne? Donc, dans cette section-là, je dois choisir le type approprié selon le contexte. Théorème qu'on va utiliser beaucoup dans ce chapitre-ci. Et finalement, l'autre phrase, si deux angles correspondants alterne interne ou alterne externe sont congrus, alors ils sont formés par des droites parallèles. Les deux phrases se ressemblent beaucoup. La première phrase, les angles, mettons que je dis correspondants, formés par des parallèles et une séquente sont congrus. Ce que ça me dit de ce théorème-là, le premier, je le sais que j'ai des parallèles et je suis en train de prouver que les angles sont congrus. Le deuxième théorème, si deux angles correspondants sont congrus, alors ils sont formés par des droites parallèles. Je le sais que j'ai des angles correspondants congrus, donc je suis en train de prouver que j'ai des droites parallèles. C'est la petite distinction entre les deux. À quoi ça va ressembler, ce chapitre-ci? Ça va être des démonstrations. Souvent, il va y avoir peu de calculs, les démarches vont nous sembler évidentes, mais chaque petite démarche va devoir être justifiée. Par exemple, dans ce cas-ci, détermine la mesure de l'angle UYS dans cette figure, sachant que VW est parallèle à TU. Donc, la petite flèche ici, VW est parallèle à TU, c'est comme ça qu'on me l'indique. Tout ce qui est fourni dès le départ dans le problème, ça s'appelle une hypothèse. Donc ici, j'ai affiché que la mesure de XZW égale 35 degrés. C'est une hypothèse et je pourrais ajouter à ça que VW est parallèle à TU. C'est aussi une hypothèse. Je n'ai pas besoin de l'écrire deux fois. Donc ça serait ma première affirmation et ma première justification. Avant de me lancer dans le tableau puis de lister un paquet d'affaires, je peux regarder le dessin et me questionner sur qu'est-ce que je pourrais trouver. Dans ce cas-ci, je cherche l'angle UYS. Je sais que j'ai des parallèles. Donc, l'angle ici, donc l'angle UYZ par rapport à l'angle de 35 degrés qui était déjà donné, je reconnais que c'est une paire d'angles correspondants. Ça veut dire qu'il y aurait la même mesure. Et
Si je sais que cet angle-là est aussi de 35 degrés, ben avec l'angle UYS, je sais que les deux ensemble valent 180 degrés parce que ça forme une droite. Et là, j'aurai ma réponse. Donc, ma deuxième affirmation, une fois que j'ai mes hypothèses, dans ce cas-ci, ce serait de dire que la mesure de l'angle UYZ, ben je le sais que c'est la même que la mesure de l'angle XZW qui est de 35 degrés. Et là, je dois le justifier. Pourquoi je sais ça? C'est la phrase qu'on vient de voir à la page juste avant. Les angles, ici, ce sont des angles correspondants. Correspondant, bon, c'est un petit peu pogné, là, correspondant, formés par des parallèles et une séquente. Je le sais que c'est des parallèles, je l'avais dans mon hypothèse. Sont congrus. Donc ça, c'est prouvé, je l'ai justifié. Et ça me permet ensuite de répondre à la question. Donc la dernière étape va toujours être la réponse à la question. Donc la mesure de l'angle UYS, ben, c'est 180 degrés moins 35 degrés, ce qui donne 145 degrés. Et pourquoi je sais ça? C'est parce que les deux angles sont côte à côte et ils forment une ligne droite. Donc la phrase que je vous avais faite ajouter tout à l'heure, des angles adjacents formant une droite, sont supplémentaires. Ça me permet de partir de 180 degrés et de calculer l'angle recherché. Donc, c'est un problème qui pourrait se faire en 10 secondes. OK, ça c'est 35 degrés, 180 moins 35, 145, parfait. Mais l'objectif de ce chapitre-ci est de justifier, de se baser sur des principes géométriques pour justifier chacune de nos étapes. Donc, on finit avec un deuxième exemple. Donc, démontre que les droites BF et GI sont parallèles, sachant que la mesure de l'angle BCH égale 100 degrés, la mesure de l'angle LKM égale 30 degrés et la mesure de l'angle HJK égale 70 degrés. On veut prouver que les droites sont parallèles. Ça revient à la dernière justification qu'on avait vue dans le bas de la page 3. Si je suis capable de prouver que j'ai deux angles alterne interne, alterne externe ou correspondants qui sont congrus, alors je vais avoir la preuve que mes deux droites sont parallèles. Donc encore là, je peux analyser qu'est-ce que je pourrais trouver, quels angles alterne interne, ou etc., etc., pourraient être congrus. Donc je reconnais qu'ici, j'ai deux angles opposés par le sommet. Je sais que celui-là va aussi mesurer 30 degrés. J'ai un petit triangle HJK. Ben, je le sais que la somme des angles dans un triangle, c'est 180 degrés. Donc ici, 70 plus 30, ça fait 100. Ça veut dire qu'il me manque un 80 degrés ici. Et là, je pourrais dire que celui-là ici, ben, c'est 100 degrés. Parce qu'ensemble, ça forme une ligne droite. Et ces deux angles-là, ce sont des angles correspondants. Je vois qu'ils sont congrus, ça veut dire que les droites n'ont pas le choix d'être parallèles. Et là, on va aller mettre ça sous forme d'affirmation et de justification. Donc, première affirmation, mes hypothèses, elles sont dans la question. Donc, la mesure de l'angle BCH, c'est 110 degrés, 100 degrés plutôt. La mesure de l'angle LKM, c'est 30 degrés. Et la mesure de l'angle HJK, 70 degrés. Le tout par hypothèse. Ensuite, j'ai pu déduire qu'il y avait un autre angle de 30 degrés. Donc, deuxièmement, je sais que la mesure de l'angle HKJ, elle est de 30 degrés. Pourquoi j'ai su ça? Parce que c'est un angle qui est opposé par le sommet à un autre. Donc, on avait surligné ça dans la petite bulle tout à l'heure. Les angles opposés par le sommet sont congrus.
Après ça, je suis venue déduire l'angle de 80 degrés qui est à l'intérieur du triangle. Donc, la mesure de l'angle KHJ, j'ai pu le trouver en faisant 180 degrés moins 30 moins 70, ce qui m'a donné 80 degrés. Et j'ai pu faire ça parce que la somme des angles d'un triangle est de 180 degrés. Voilà pour cette affirmation-là. Ça m'a permis par la suite de trouver un angle de 100 degrés. Donc, quatrième affirmation, la mesure de l'angle GHK, j'ai pu le trouver en faisant 180 degrés moins 80, ce qui a donné 100. Pour la même raison que le problème précédent, donc des angles adjacents formant une droite sont supplémentaires. Et ça me permet de répondre à la question, démontre que les droites BF et GI sont parallèles. Ben, je suis rendu là. Je sais maintenant que BF est parallèle à JI parce que j'ai deux angles correspondants qui sont congrus. Donc, la dernière justification de la page d'avant, si deux angles correspondants sont congrus, alors ils sont formés par des parallèles. Donc, vous pouvez constater qu'il y a beaucoup d'écriture dans ce chapitre-ci, pas beaucoup de calculs, des fois des déductions qui peuvent vous paraître évidentes. L'accent va être mis sur la capacité à justifier tout ce que vous avancez. Donc, ceux qui aiment s'obstiner et argumenter, ben, ça va être votre chapitre parce qu'il va falloir toujours justifier tout ce que vous dites. Donc, merci!